Bonjour à ceux que j'ai encore pas salués. Les équipes qui sont là, voilà. Donc là, je vais vous parler de la société MS Technique, donc, qui est une entreprise qui met en œuvre différentes techniques de la plasturgie et dont le marché principal, pratiquement exclusif, est le marché médical et plus particulièrement le marché du dispositif médical. Donc la technique principale que nous mettons en œuvre, c'est l'extrusion. L'extrusion industrielle, vous l'avez représentée dans la région par une entreprise comme Réau à Morhange ou comme la Suite à Pont-à-Mousson. Donc c'est une technique en général la technique qui transforme le plus gros tonnage de matière plastique, mais ce n'est pas celle qui fait le plus d'emplois et je ne pense pas celle du plus gros chiffre d'affaires. L'extrusion industrielle, c'est des processus qui fonctionnent en continu, qui demandent une mise au point au démarrage des productions, mais après qui ne demandent pas beaucoup de technicité. Nous, ce qu'on fait, c'est un peu tout le contraire, puisqu'on fait des petites productions. Alors, juste pour vous rappeler, qu'on sache de quoi on parle, l'extrusion, le principe, c'est tout bête, hein, on fait fondre, comme dans tous les procédés de transformation des polymères, des thermoplastiques, on fait fondre pour obtenir une espèce de pâte homogène. Cette pâte homogène, on va la pousser en continu à travers une filière qui va donner le profil. Et puis toute la difficulté, enfin là c'est déjà une des premières difficultés, puis toute la difficulté c'est après de maintenir ce profil obtenu pendant la phase de refroidissement. Donc là je ne veux pas vous aller plus loin, on n'était pas là pour un cours sur l'extrusion, mais à partir de cette technique qui paraît simple, on peut faire des tas de choses un peu complexes. Donc vous voyez des tubes, alors là on n'a pas l'échelle, mais ça va, les plus petits tubes qu'on peut fabriquer, ça va d'un demi-millimètre, alors je dirais 500 microns pour faire encore plus petit, et jusqu'à quelques millimètres. Donc les complexités, vous voyez, c'est des tubes avec des profils à plusieurs lumières, comme le premier. Ici, c'est des tubes avec des renforts pour tenir la pression. Tout ça, c'est des applications médicales. Là, on travaille aussi des matériaux un peu exotiques comme le PIC, hein, qui est un thermoplastique qui se travaille autour de 400 degrés. Nous, on ne l'utilise pas tellement pour sa tenue en température, mais pour sa rigidité. Hein, ça nous permet de remplacer dans pas mal de cas des métaux, même s'il y a encore un facteur de 10 sur les rapports de modules, mais c'est le côté intéressant de ces produits. Et puis, on fait aussi, alors là on ne la voit pas parce qu'elle est à l'intérieur, mais des tubes qui sont renforcés avec des tresses métalliques, donc pour des applications particulières de la médecine. Des activités complémentaires, eh ben, en amont, on est obligé de préparer nos matières plastiques, c'est-à-dire mettre, alors là, je mets des couleurs parce que c'est plus parlant, mais plus sérieusement, on doit y incorporer des charges pour rendre le plastique visible à la radio. Hein, quand on a fait une intervention et qu'on introduit dans le corps un tube en plastique, on aime bien savoir où il est, et le plastique tout seul n'est pas visible en radio, donc on y incorpore des charges, en général des bariums, des sels du sulfate de barium ou des sels il y a du tungstène aussi, on met des produits disons qui vont être opaques aux rayons X. Alors cette opération se fait là sur des compounders de laboratoire, hein, puisque là encore on ne trouvait pas dans l'industrie de quoi satisfaire notre besoin, parce que ça se fait toujours à la tonne et ça se fait dans un univers qui est assez sale. Donc pour nos besoins, on était obligé de le faire nous-mêmes, et donc on a des machines qui sont de la taille du laboratoire, parce que nous, quand on a fabriqué 100 kg, c'est le bout du monde, hein, et ça nous permet aussi de faire des essais pour 5-6 kg. Autre activité complémentaire, le moulage par injection. Donc principalement pour réaliser des instruments de ce style-là, c'est-à-dire on fait le tube et il faut qu'on surmoule un connecteur ou un dispositif complémentaire quelconque sur ce tube, et dans ces cas-là, il vaut mieux que ce soit nous qui le fassions parce qu'il y a toujours une adéquation entre le tube et le moule qui va faire le surmoulage. Et comme dernière application complémentaire, c'est des travaux de finition en salle blanche. Hein, donc on soude les tubes entre eux, on leur donne des formes. Hein, et donc on va fournir à l'industrie médicale des produits semi-finis, avec lesquels elle va faire des instruments plus complexes. Donc le marché du dispositif médical, c'est un peu particulier parce que c'est gouverné par des grandes entreprises américaines, hein, qui sont, autrement il y a 2 entreprises européennes mais qui n'arrivent pas à la taille. Il y a Vebro en Allemagne et Sorin en Italie, mais qui n'arrivent pas à la cheville d'entreprises comme Boston Scientific
ou Abbott ou d'autres grosses entreprises comme ça. Alors voilà quel type de produits on peut faire. C'est tous les produits qui sont utilisés dans les nouvelles technologies, ce qu'on appelle micro-invasives, donc toutes les techniques médicales qui essaient de remplacer la chirurgie. Hein, donc la première ici, c'est un système qui permet de remplacer la valve aortique. Hein, donc avant, remplacer une valve, c'est une opération quand même qui était très lourde, avec une circulation extracorporelle, un temps de remise, un temps, comment dire, pour le patient assez long, d'hospitalisation et ensuite pour se remettre en forme, disons. Donc là, en introduisant un cathéter par la voie fémorale, hein, par l'artère fémorale, on remonte dans la aorte et on va mettre en place une valve aortique qui est montée sur un système qui s'expanse tout seul, et donc elle va rester en place. Et l'opération, elle a duré un quart d'heure, et le malade peut repartir quelques jours après chez lui. Donc la deuxième opération, c'est aussi quelque chose d'assez courant maintenant, c'est le traitement des anévrismes. Alors ce sont des exemples, il y en a énormément dans d'autres domaines, mais le traitement des anévrismes, on va introduire, donc quand une artère est dilatée, en général, les plus gros, ceux qui sont les plus graves, c'est les anévrismes de l'aorte. Donc là, par exemple, c'est un système pour traiter le carrefour iliaque, là où l'aorte s'ouvre en deux. Quand il y a un anévrisme, donc une espèce de hernie sur l'aorte, c'est très difficile parce que toute la circulation, 80% de la circulation sanguine passe par là. S'il y a rupture, là, il y a la mort en peu de temps. Et donc, il faut intervenir sans faire péter l'anévrisme. Et donc, chirurgicalement, c'est assez difficile. Donc là, on le fait encore en introduisant ce type de prothèses qui vont être, donc, elles, d'un niveau réduit. On va réaliser l'étanchéité au-dessus de l'anévrisme et en dessous de l'anévrisme. Et puis, l'espace libre entre la paroi artérielle qui a subi l'anévrisme et puis ce qu'on introduit là, le sang va cailloter, il va se créer un tissu à l'intérieur, dans l'interstice, et donc on a une circulation normale qui se fait à l'intérieur de cette prothèse. Donc voilà, ça s'introduit aussi pareil par voie fémorale. Là, je vais donner un autre exemple pour des électrodes corticales qu'on met donc sur la surface du cerveau déjà pour enregistrer, faire du diagnostic, enregistrer les activités électriques et puis pour faire éventuellement du traitement de la stimulation. Alors il existe aussi des électrodes profondes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une plaque qu'on va poser sur le cerveau, on va rentrer, alors c'est toujours un peu inquiétant, mais les médecins, eux, ça va les inquiéter, on peut introduire de façon très profonde des électrodes à l'intérieur du cerveau et enregistrer l'activité électrique. Et en particulier, c'est des exemples qui sont assez spectaculaires du traitement de la maladie de Parkinson, un traitement symptomatique, disons, de la maladie de Parkinson, où on arrive à arrêter les tremblements de quelqu'un en faisant les stimulations. Mais enfin, on peut stimuler beaucoup de choses, on peut faire rire et pleurer les gens comme ça, sans problème. Voilà, c'est quelques applications, mais il y a des applications en neurologie, c'est moins poétique, il y a dans des tas d'autres domaines. Donc c'est un marché qui est toujours en développement. L'historique de l'entreprise, voilà, commencé en 93 dans une pépinière d'entreprise à Pompey. Hein, voilà le premier atelier, et puis notre panneau là. Les deux personnages là maintenant ont 25 et 27 ans. Jusqu'à arriver à notre dernier déménagement en 2008, donc dans des nouveaux locaux un peu mieux adaptés, vous voyez, que ceux du début à notre activité. Alors, il y a quelques étapes importantes. Hein, donc, on a créé l'entreprise, on était deux associés. Tiens, pourquoi ça se trouve tout seul, cette affaire dans le cerveau. Donc la société créée en 92 avec un petit capital, 300 000 francs, donc ça nous fait 45 000 euros. Donc hébergé dans la pépinière. Ensuite, donc transfert, sortie de la pépinière au bout de 2 ans et demi. Transfert, ce qui était important, c'est qu'on avait dans le même secteur, donc toujours à Pompey. Bon, il se trouve que c'est voir, mais c'était la même zone industrielle. On a pu disposer de locaux pour sortir de la pépinière et puis nous installer un petit peu mieux. Donc là, j'ai eu la chance d'occuper l'ancien centre de recherche des aciéries de Pompey.
Ensuite, donc, l'augmentation de capital, première perte, c'est pour vous dire que la vie n'est pas rose quand même dans la création d'entreprise. Donc les premières années des pertes, je dirais pas abyssales, encore sauvables, puisque il y avait un établissement financier Sarlor-Lux qui n'existe plus depuis. Notre pérennité était plus longue quand même que cet établissement, mais donc qui a contribué, on a augmenté le capital pour couvrir un peu les pertes et permettre le développement. Et à partir de là, on a pu à peu près démarrer. Donc là, ça commençait à être un peu plus sérieux, 1 million de francs. Transfert de l'établissement donc dans des locaux neufs à Pompée, là encore, toujours suivi par les collectivités locales qui avaient un programme de construction de bâtiments neufs qu'on achetait à la fin, mais où il y avait quand même le terrain gratuit, un certain nombre de subventions qui rendaient possible à une entreprise qui était en développement d'avoir des locaux propres qui correspondaient à ses besoins. Alors, ça a correspondu à ses besoins très peu de temps, puisque au bout de 3 ans où on était dedans, c'était déjà trop petit. Il faut vous dire qu'entre le projet de création d'un bâtiment, la réalisation, il y a déjà bien 2 ans qui se passent. Il se construit encore 1 an de plus, donc quand on y est, si on a continué sa croissance, c'est presque déjà trop petit. C'est un peu ce qu'on a connu. On a créé donc une filiale transluminale. Là, c'est parce que je vous explique un petit peu ce qu'elle fait maintenant, parce que c'est une entreprise qui se développe beaucoup. On nous demandait de plus en plus du tube, d'aider à la conception des instruments. Et on s'est rendu compte que notre structure MS Technique, qui était une structure de fabrication, était mal adaptée à du développement. Donc on a créé cette filiale transluminale, dont le but est de faire, alors toujours en sous-traitance, c'est-à-dire qu'on ne prend jamais à notre charge les coûts de développement, on fait du développement pour des clients dans le cadre donc, de nouvelles techniques. Donc, par exemple, le système core valve là, de remplacement de valve, le client avait développé sa valve et le stand sur lequel il accrochait sa valve, mais il n'avait pas de dispositif pour la mettre en place. Donc c'est à cette occasion qu'on a commencé à travailler à Transluminal. Et depuis, c'est une entreprise qui se développe. Elle n'a encore pas un chiffre d'affaires égal à celui de MS Technique, mais dans les prochaines années, elle va certainement dépasser en chiffre d'affaires MS Technique. Et puis donc en février 2008, ce que vous avez vu, c'est l'emménagement dans une nouvelle usine. Alors là, tenant compte des leçons, on va peut-être tirer c'est un peu le coup de l'artilleur. La première fois, on avait tiré un peu trop court, le deuxième coup, un peu trop long. Donc on a fait des locaux qui représentent à peu près 3000 m², parce qu'on disait, là, ceux-là, on ne veut pas déménager dans 3 ans. Et il se trouve que la croissance, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, la croissance, ça se ralentit quand même toujours un peu. Donc là, on est bien à l'aise encore actuellement dans ces locaux. Enfin, on y est que depuis 2008, il y a encore de l'espoir. Et en 2010, alors création d'une filiale en Chine, j'en reparlerai à l'occasion de notre politique commerciale. Il se trouve que la Chine, ça se développe, vous êtes au courant, et dans le secteur médical, elle avait une industrie médicale assez peu performante, qui fait des instruments de base, mais toutes les nouvelles technologies sont importées. Alors, étaient importées, disons, quand on a pris la décision de le faire, alors que les plateaux techniques, en revanche, sont du même niveau, et quelquefois meilleurs qu'en France ou en Europe. C'est-à-dire que toutes ces nouvelles technologies médicales, elles sont tout à fait mises en œuvre en Chine. Vu le rapport de proportion d'habitants, c'est simple. C'est d'ailleurs un chiffre qu'on a souvent pour la Chine, c'est que la quantité de croissance est égale à la quantité qu'on a, nous, en France. Mais pas en croissance, qu'on a en valeur absolue. C'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était pour les brasseries. L'augmentation du nombre de brasseries en Chine est égale au nombre de brasseries qu'on a en France. Et c'est un peu la même chose pour les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est 300... Il y a un programme de 300 CHU par an de construction. Donc c'était un marché donc on ne pouvait pas laisser tomber. Et donc on s'est dit, avec notre technique, on va permettre à des entreprises chinoises d'acquérir, de faire un saut technologique. Nous, on leur apporte ce qui est plus compliqué dans un dispositif, c'est le tube, parce qu'on va lui demander des qualités techniques assez complexes. Et donc on s'est dit, on va leur permettre. Alors il faut savoir que nous on exporte, là j'anticipe un peu sur nous, on exporte facilement parce que c'est pas un produit fini que l'on vend, c'est un produit semi-fini. Donc on n'a pas de problème réglementaire, on n'a pas à faire agréer nos produits sur un marché. Si j'exportais du matériel médical en Chine, alors là c'est une autre paire de manches. Donc notre démarche commerciale, elle passe par des marchés, déjà c'est un marché qui est étroit, c'est un marché de niche, donc obligatoirement international. Dès le début, on a exporté. Notre premier client était un Suédois. Et là, donc, il se trouve que je l'ai pas refait pour l'année dernière, mais
ça évolue un petit peu, mais c'est quand même toujours à peu près ça. La France, 43%, là, ça varie entre 40 et 50% de notre chiffre d'affaires. Là, la Suisse, c'était sur un gros marché. Maintenant, ça a un peu baissé, mais c'est compensé par la CE. Et puis, vous voyez, donc en Chine, là, 5%. En Inde, 4%. En Corée, la Corée est donc aussi très dynamique dans le secteur médical. Et puis là, il n'y a pas le Japon, mais depuis 2011, on a aussi quelques marchés au Japon. Donc un marché en Asie qui se développe. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'installer en Chine, parce qu'on a commencé par vendre, ça marchait bien, mais on s'est rendu compte que la concurrence arrivait en Chine, donc il fallait être sur place, parce qu'on ne pouvait pas accumuler un coût de revient de fabrication plus élevé, des coûts de transport et puis des droits de douane. Hein, ça faisait quand même beaucoup de handicap. Alors ils aiment bien les produits français, la qualité française, mais jusqu'à un certain point. Et puis donc notre prospection commerciale, ça passe par la présence sur des salons un peu partout dans le monde. Donc on n'a pas d'équipe commerciale proprement dit qui démarche les clients, mais c'est la participation à des salons qui est notre principale démarche commerciale. Voilà, pour conclure, je pense, on est dans les temps, oui. Pour conclure, bon, une entreprise, alors on va parler d'innovation et de développement, mais une entreprise, c'est pas que ça. Donc là, il y a un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour nous. C'est que pour tous les gens qui travaillent chez nous, il faut pas qu'ils oublient que les tubes qu'ils sont en train de fabriquer, ça va aller dans le corps humain, hein, et qu'ils pensent que ça pourrait aller dans le corps humain, dans le corps de leur famille, leur père ou de leur femme ou de leur enfant, donc qu'on ait toujours ça en tête. Ensuite, c'est mériter la confiance des clients. Dans le secteur médical, c'est très important. Un truc tout simple, hein, les matériaux qu'on met dans nos tubes, c'est contrôlé, c'est référencié, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, je veux dire, il faut que les clients aient absolument confiance, qu'on a bien mis la bonne référence, qu'on n'a pas mis un truc qui ressemble, qui coûte moins cher. Parce que dans le secteur médical, quand on vous vend des matériaux destinés avec les certificats pour le secteur médical, c'est à peu près le même que le secteur industriel. Hein, je ne vais pas rentrer, je n'irai pas défendre le monsieur de PIP, mais parce que je ne connais pas les silicones. Mais dans nos cas, je peux vous dire très clairement, le PIC par exemple dont je vous parlais, le PIC industriel était validé pour le secteur médical avant, et puis ils ont créé une filiale spécialisée dans le médical, et maintenant on est obligé d'acheter des PIC médicales, même 10 fois plus cher, simplement. Donc c'est très tentant quand même, de temps en temps, de dire, quand même, je sais que c'est la même chose, je sais qu'il n'y a pas de risque, mais on ne le fait pas quand même, parce que là c'est une question de confiance, donc c'est très important pour nous que nos clients aient une confiance absolue dans ce qu'on va leur faire. Et puis, partenaires commerciaux aussi. Alors ça, c'est notre état d'esprit. On ne signe pas trop, c'est peut-être pas un bon conseil, mais on ne signe pas de contrat avec nos partenaires commerciaux, et puis on se comporte bien avec eux. Hein, on est honnête avec eux, ils sont honnêtes avec nous. Donc, voilà, c'est une façon de voir les choses. Parce qu'une petite boîte, de toute façon, on ne va pas faire des procès à droite à gauche. Donc il faut simplement travailler avec des gens qui ont la confiance. Bon, et puis ne jamais abandonner devant un défi technique. Quand on parle d'innovation, l'innovation, on est poussé par ce que nous demandent nos clients. Ils vont nous demander des tubes avec des structures complexes, des propriétés contradictoires. On veut toujours qu'un tube il soit souple, par exemple, mais qui ne s'allonge pas quand on tire dessus. Je vous assure que ce n'est pas facile à choisir un matériau qui est souple dans un sens et rigide dans l'autre. Mais jamais, c'est un peu notre supériorité. On sait qu'on fait des choses, le client n'est pas trop regardant sur le prix, mais on fait des choses parce que personne ne veut s'embêter à les faire. C'est comme ça qu'on a notre clientèle. Donc il faut absolument jamais, c'est vraiment extrêmement rare qu'on dise à un client, maintenant ça on ne sait pas faire. On s'accroche. Et puis ce qui est important aussi, c'est que chacun doit s'épanouir dans l'entreprise. Alors ça peut paraître un peu des paroles verbales, mais parce que j'ai remarqué en général que les entreprises qui ont des chartes, c'est les premiers ils écrivent des belles choses pour mieux le transgresser le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un état d'esprit que l'on a. Et j'ai plus, alors personne n'est parfait, je pense que tous les salariés qui travaillent chez nous ne vous diraient pas que c'est le bonheur de travailler chez MS Technique, mais quand même, on a eu par recoupement, on sait quand même que nos collaborateurs ne sont pas trop mécontents de travailler chez nous. Voilà, et ça nous paraît important. Voilà les... Très bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer. On va continuer sous une autre forme avant de vous donner la parole. Il se trouve que
j'avais envie de poser quelques questions pour que, là on est rentré dans le corps humain avec des cathéters, moi j'avais envie de rentrer un petit peu dans le détail de comment se fait l'innovation chez MS Technique, et donc on va regarder quelques éléments un peu plus détaillés, et je vais poser quelques questions à Monsieur Mahler sur la façon dont fonctionne l'innovation. Alors déjà vous avez vu, on a tous remarqué qu'il y a des défis techniques. On a bien compris aussi qu'une filiale s'était créée avec une opportunité et qu'on bascule du produit vers le service. Donc on voit qu'il y a pas mal de nouveautés. On voit aussi une extension très forte à l'international. Donc on voit que derrière tout ça, il y a de l'innovation. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, on se dit, mais l'innovation, c'est aussi gérer des compétences et gérer de l'information. Si on rentre encore un petit peu plus dans le détail, on peut se dire qu'une entreprise innovante, a priori, on pourrait penser qu'elle a une façon de gérer l'information et de faire de la veille technologique un peu particulière. C'est-à-dire qu'on peut se demander comment, du coup, MS Technique fait pour trouver les sujets. Voilà, les sujets à traiter. Quand on surveille l'information et qu'on est dans ce domaine avec des procédés dans le domaine de la plasturgie, dans le domaine du médical, oui mais d'accord, mais par rapport à tout le bruit qu'on entend, toutes les informations, quel est le sujet qu'il faut traiter réellement? Donc on aimerait avoir quelques détails là-dessus. Comment s'organise la collecte de l'information? Si les gens sont heureux chez MS Technique, est-ce qu'ils sont aussi heureux? Est-ce qu'on leur demande aussi d'aller chercher des informations à l'extérieur? Est-ce que ça fait partie du plaisir de travailler chez MS Technique? Et puis ensuite, de manière un peu plus hard, comment toutes ces informations sont stockées, interprétées, et comment vous, Monsieur Mahler, comment vous faites pour transformer toute cette information sous forme de projet à étudier pour faire de l'innovation? Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez nous rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur cet aspect de la veille technologique et de l'information? Alors, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on ne passe pas notre temps à conceptualiser sur ce qu'on fait. Hein. Et j'en vois surtout les limites, mais c'est vrai que bon, on fait quand même, on ne fait pas rien. La veille technologique, j'ai quand même eu une expérience où on avait eu, c'est dommage que M. Chauzeau soit parti, mais enfin, c'était pas lui qui était au pouvoir à cette époque-là, mais le conseil régional nous avait gratuitement fait bénéficier des services de gens qui faisaient de la veille technologique. Et j'avais été étonné, agréablement surpris de leur efficacité, parce que donc, dans notre domaine, tout ce qu'ils nous donnaient comme information était vraiment pertinent. Et malgré ça, le flot d'informations était 10 fois supérieur à ce qu'on pouvait traiter. C'est-à-dire que j'aurais même pas pu dire il m'envoie des trucs, il y en a 10% à foutre à la poubelle. Non, tout était bon, mais on a des limites. C'est-à-dire que moi je pense que je pourrais passer ma journée à lire sur des choses très pertinentes pour mon métier. Mais on ne peut pas passer sa journée à lire des informations, il faut qu'on agisse. Donc c'est un peu la limite, c'est la limite de notre enveloppe charnelle et puis notre durée, la durée des journées. Donc la veille technologique, c'est vrai qu'elle reste un peu le fruit du hasard, et puis je dirais aussi, enfin, je ne vais pas faire de philosophie, puis de la nécessité aussi. Quand je vous dis qu'on nous pose des problèmes techniques, bah, c'est à cette occasion-là qu'on va se mettre à chercher une solution. Hein, donc on n'a pas obligatoirement... on ne travaille pas dans le vide, c'est quand on est motivé par une recherche. Alors c'est pas obligatoirement le même... je ne défendrai pas cette méthode, hein, parce que l'exemple simple, c'est quand on dit que l'électricité, l'ampoule électrique, c'est pas une amélioration de la bougie. Hein, donc c'est pas en réfléchissant sur l'amélioration de la bougie qu'on trouve une... Il faut bien qu'on ait fait... Alors on a des expériences un peu de ce style-là, c'est-à-dire que, par exemple, je vous ai montré un moment pour la Suisse, on a eu un très beau marché. En Suisse, en fait, c'est une filiale d'une entreprise américaine. Et on leur a vendu des tubes avec un renfort métallique en ressort, donc des tubes à parois fines, et puis on a un renfort métallique qui empêche le tube de s'écraser tout en restant très souple. Et ben, on avait développé ça pour autre chose, pour une autre application qui n'avait pas eu beaucoup de succès. Et puis quand ces gens, cette boîte américaine nous a exprimé son besoin, bah, très rapidement, nous, puisqu'on avait travaillé quelques années avant, on a pu leur fournir tout de suite des prototypes de choses qui marchaient très bien. Donc c'est une innovation qui avait été créée avant mais qui n'avait pas débouché, donc qui avait été faite un peu dans le vide, et puis qu'on a utilisé au moment où le besoin se faisait sentir. Donc il y a quand même, on a quand même intérêt à travailler un peu en prospective, quoi, de ne pas simplement faire... Et là, puis il y a les rencontres qui font que si on a l'occasion de travailler avec quelqu'un. Là, actuellement, on va lancer sans doute un projet pour une fabrication un petit peu originale
de ce qu'on appelle des stents, donc les espèces de prothèses internes qu'on met à l'intérieur des artères pour les maintenir ouvertes. Actuellement, le progrès de ces produits, c'est de faire ça en matériaux biorésorbables. Donc c'est bien, les matériaux biorésorbables, il y en a, il y a des essais qui sont faits, il y a des produits qui sont pratiquement sur le marché. Simplement, pour le mode de réalisation, c'est des produits en plastique, mais actuellement on les façonne exactement comme on le faisait avec le métal avant. Hein, c'est-à-dire qu'on fait un tube, on le découpe au laser pour obtenir le produit. C'est un petit peu con. En plus, c'est des matières qui coûtent très cher, donc quand on fait de la découpe, on a pas mal de pertes. Et donc, ce serait bien de trouver une technique utilisant la plasturgie. Malheureusement, on ne peut pas mouler. Hein. Ces formes-là sont trop petites, c'est pas moulable par injection de façon classique. Donc on est en train, et là si on arrive à quelque chose, ben, je vais dire que ce qui va amener l'innovation, c'est le fait d'avoir vu à Artem une fois un truc qu'on va nous montrer, je pense encore, un petit dispositif qui fabrique en 3D, hein, avec dans ces produits-là, il y a une micro-extrudeuse, hein, c'est le terme peut-être pas employé, mais c'est quand même une micro-extrudeuse qui envoie fait couler la matière première. Donc le fait d'avoir vu ça, le fait de connaître une entreprise qui fait de la machine à commande numérique multi-axe, et peut-être qu'avec ça, et puis nous le besoin que l'on a, ben, on va peut-être trouver à faire un système qui serait très innovant si ça marche. Voilà. Hein, donc il y a à la fois du hasard de rencontre, hein, qui fait que... Ouais. Voilà. Mais dans le hasard, on voit quand même qu'il y a le profil personnel, donc pour vous-même et pour les gens de l'entreprise, d'être quand même très à l'écoute, très curieux de ce qu'ils voient, sur des salons, en visitant une université, etc. La source, c'est quand même des salons. Hein, ouais. On a la chance d'avoir des salons très spécialisés dans notre domaine, c'est-à-dire des salons qui s'adressent où exposent les sous-traitants de l'industrie médicale. Hein, ce qui fait que le fabricant de matériel médical, il va aller là, il va voir de tout. Il va voir aussi bien des entreprises qui vont lui fournir des services techniques que d'autres, des services réglementaires, que de l'emballage. Et donc, c'est vraiment l'occasion de confronter les technologies complémentaires. Ça, c'est vraiment la principale chose. Et c'est vrai qu'il y a quand même un esprit. Moi, j'ai été surpris, c'est vraiment une mauvaise gestion personnelle, mais j'ai été surpris une fois un chef d'équipe devant des problèmes. Vous savez, on a des problèmes récurrents quand même. Les problèmes techniques qui sont toujours qu'à moitié résolus, on fait mais on n'est jamais satisfait, et bien de voir que lui-même est allé chercher sur internet des solutions techniques, quoi, hein, alors que c'est pas normalement son boulot, et donc c'est peut-être un état d'esprit, mais donc la veille technologique, je suis pas le seul à en faire, quoi. Ouais. Bon, ben, je note avec plaisir que les écoles d'ingénieurs de Lorraine vous ont donné des idées. Et alors, pour ceux que ça intéresse, les fameuses imprimantes 3D, vous les verrez en fin de matinée. On en a toute une série là-bas. Alors, abordons un autre point. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'open innovation, d'innovation ouverte. Pour faire simple, il semblerait qu'une tendance aujourd'hui soit de dire que pour innover, il est très difficile à une entreprise toute seule d'innover, qu'il faut pour innover avoir des partenaires parce que les métiers sont de plus en plus multiples à croiser pour arriver à des innovations. Alors, il y a la fameuse phrase du patron de Procter & Gamble et qui a mis en place la stratégie qui est de dire qu'en fait, Procter & Gamble veut multiplier par 10, par 100 le nombre de chercheurs de cette entreprise sans les embaucher. Et donc l'idée est la suivante, hein, c'est que on va essayer de trouver des compétences à l'extérieur de l'entreprise, les faire rentrer dans le tuyau des projets, etc., pour finalement obtenir des nouveaux produits sur les marchés actuels, attaquer de nouveaux marchés, mais aussi, dans cette logique, permettre à des partenaires de bénéficier eux aussi de ce qui s'est fait dans le cadre des projets pour eux-mêmes en profiter. Ça veut dire qu'une partie de ce qui est développé en principe sur des projets ne profite pas simplement à l'entreprise mais aussi à d'autres. Voilà. Alors, juste question, est-ce que dans votre domaine, quelle est la place du partenariat aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que cette tendance risque de marquer fortement vos activités ? Comment vous vous positionnez par rapport à cette notion d'ouverture ? Alors, déjà une remarque, le modèle de Procter & Gamble, c'est tout à fait ce qu'on a dans le secteur médical, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire que les grosses entreprises dont je vous parlais, elles ont toutes des champs de recherche, mais qui servent plutôt à évaluer les entreprises qui vont racheter, plutôt qu'à créer des produits nouveaux. À l'innovation,
c'est un secteur intéressant médical de ce point de vue-là, c'est que les techniques, celui qui va faire le plus gros marché, il va, sur une technique, il va garder ça pendant 3 ans, au bout de 3 ou 4-5 ans, il va être concurrencé par quelqu'un qui avait 0 avant, puis qui va prendre 60% de part de marché tout d'un coup avec un nouveau produit. Hein, donc les grosses entreprises ne sont pas capables. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien, loin de là, parce qu'elles, ce qu'elles savent très bien faire, c'est après industrialiser, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi contre du matériel médical. Donc là, elles sont très, très compétentes pour industrialiser et puis pour commercialiser. Hein, donc ça, c'est ce modèle d'innovation, mais ça touche plutôt mes clients. Maintenant, pour nous, sur la coopération, là encore, c'est vrai que c'est la nécessité. Nous, quel type de coopération on peut avoir on a des clients avec lesquels on répond. Par exemple, je disais que je n'étais pas spécialiste du silicone. On travaille avec une entreprise de Besançon qui, elle, est spécialisée dans pas mal de choses, mais entre autres dans le silicone. Elle fait aussi de la micromécanique, mais elle est très spécialisée dans le silicone. Donc chaque fois qu'on va avoir un produit, et il y en a beaucoup qui allient les deux, si c'est eux qui ont le marché, enfin, qui sont au courant de la demande, ils vont faire appel à nous, et nous inversement. Ah, donc là, on travaille vraiment de façon vraiment en bonne coopération. Et puis autrement, il y a la relation de sous-traitant qui est, je vois quand on a des besoins de micromécanique, c'est pas une vraie relation de sous-traitant, c'est-à-dire que c'est pas je donne un plan, vous me faites ça, et puis voilà, c'est quand même toujours du dialogue. Et nous d'ailleurs, en tant que fournisseur, c'est vraiment des relations de partenariat avec nos clients. On ne fournit pas un produit standard, donc c'est obligatoirement un partenariat. Hein, mais l'exemple, parce que j'en ai parlé, mais l'exemple de l'innovation qu'on va faire, là ce serait un partenariat, je vous ai dit en particulier avec une entreprise spécialisée dans les machines, comment dire, multi-axes, les machines numériques. Si je ne les connaissais pas, j'aurais peut-être eu du mal d'aller les rechercher. D'ailleurs, j'ai des exemples où j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je croyais être arrivé jusqu'au bout, mais avec Michelin, par exemple, sur des fibres qui m'intéresseraient, des fibres aramides sur lesquelles ils ont travaillé. On m'a dit oui, j'ai eu un responsable de développement qui me disait oui, puis pas de nouvelles. Donc ça marche quand même pas tous les coups. Ouais. Donc oui, c'est pas toujours simple aussi de trouver le bon partenaire et les bonnes compétences sur des domaines aussi spécialisés que les vôtres. Oui. Ah oui, c'est... Alors, une dernière autre question rapidement, avant quelques questions de la salle. On fait souvent le lien naturellement entre innovation, nouveauté et donc créativité. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans certaines entreprises, pour développer la créativité des employés, on s'arrange pour que tout le personnel rencontre souvent les clients, qui est une véritable logique client, mais aussi de plus en plus que les gens connaissent les besoins du client, et qu'on ait une chaîne comme ça, une pleine connaissance. On a parlé de l'information, certaines entreprises font des séances de créativité, ou on trouve aussi des entreprises qui, en termes de ressources humaines, s'arrangent pour que certains techniciens changent de poste, pour qu'ils aient une vision un peu diverse des différentes problématiques de l'entreprise. Alors question, comment ça se passe chez MS Technique? Est-ce qu'il y a des choses qui se font pour aller dans le sens de la créativité? Oui, alors déjà dans une entreprise de moins de 50 salariés, il n'y a pas besoin d'une organisation pour qu'un certain nombre de choses se passent. C'est-à-dire que tout le monde se croise quand même toute la journée. Alors c'est peut-être pour m'excuser de bien organisé dans ce sens-là. mais ça se fait quand même, non, c'est vrai. Vous imaginez pas que là on parle de ce sujet-là qui est important, mais il faut aussi qu'on parle de la sécurité, des règles de sécurité mises en place. Actuellement, on a des tas de sujets, des problèmes réglementaires, des problèmes réglementaires à la fois des matières premières, mais aussi réglementaires sur nos façons de travailler. On a un système qualité à faire vivre. D'ailleurs, le système qualité contribue à ça. Le système qualité, on est obligé. C'est pas un système qui est plaqué, c'est un système où tout le monde doit intervenir, et donc c'est aussi l'occasion d'agir là-dessus. Maintenant,
Et quand vous dites quelque part que vous avez dit que vous veillez à ce que tout le monde dans l'entreprise ait bien conscience qu'il travaille pour le patient, on n'est quand même pas loin de cette logique-là où on dit qu'il faut connaître le client ultime et pas simplement l'entreprise pour qui on travaille. Voilà. Et puis ce qui est aussi de faire tourner, alors on ne fait pas tourner tout le monde sur tout, mais par exemple dans les étapes de finition, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans ces étapes de finition en salle blanche, il y a différentes machines et différentes opérations à faire. C'est une question de survie, hein, c'est que tout le monde soit capable de travailler un peu sur tout. Question d'organisation du travail, c'est quelque chose. Alors, c'est aussi moins lassant pour les personnes que de faire à longueur d'année toujours la même chose, travailler sur la même machine. Mais aussi de tourner. Effectivement, quand il y a des problèmes entre le contrôle final et quelque chose d'important chez nous, c'est intéressant que des gens qui font du contrôle aient fait avant de la production. Pour savoir, ça remet en place un certain nombre de choses dans ce cas-là. Et puis la créativité, je vous dis, mon chef d'équipe là qui vient me chercher des solutions alors que je ne lui avais pas demandé, c'est comme ça. Bon, alors quand on est des choses comme ça, évidemment, il ne faut pas être là en disant de toute façon, toi, tu n'as pas demandé de nous dire ça, ou ton idée est complètement con. Effectivement, ce qu'il faut, c'est encourager ça quand ça arrive. Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Très bien, très bien. Quelques questions avant qu'on passe à la table ronde? Oui? Bonjour. Utilisez-vous les pôles de compétitivité? Alors, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais on a des sans les pôles de compétitivité. Alors moi j'ai connu des dispositifs depuis longtemps. J'adhérais à Pollor il y a longtemps, donc il y a des tas de choses qui ont été mises en place. Donc bon, je connais un peu la maison voisine, donc j'ai pas trop de problèmes de relation avec l'université quand j'ai des besoins particuliers. Là d'ailleurs, il faudrait que j'ai besoin de faire d'un four à trempe. Donc voilà. Mais les pôles de compétitivité en eux-mêmes, on ne les utilise pas. Non, en particulier le matériel, pas beaucoup. Le pôle de plasturgie de l'Est, en revanche, on a beaucoup travaillé avec eux au démarrage. On avait besoin, puis actuellement on travaille encore avec le pôle de plasturgie. Voilà. Oui, donc vous avez déjà vos propres réseaux pour travailler avec les universités, les laboratoires. Voilà, c'est ça, oui. D'autres questions? Oui. Pensez-vous que l'innovation est quelque chose qui puisse se lire à l'échelle individuelle ou qu'il s'agit plutôt d'une espèce de métaconcept dans lequel l'on peut effectivement projeter un ensemble d'activités gérées rationnellement comme vous les décrivez? Alors là, on ne disait pas beaucoup ce qu'on faisait. Donc, là, je vais rendre la bref. Ce qu'on essaye, en tout cas, dans cette école, en tout cas, ce pourquoi on plaide, c'est qu'il y a différents niveaux au niveau de l'innovation et qu'il y a un niveau individuel. Le niveau individuel, par exemple, c'est de savoir toujours apprendre, et ça transparaît dans ce que vous dites, c'est-à-dire être toujours capable d'apprendre des nouvelles techniques. Ça fait partie, à mon avis, du haut niveau individuel de ce que quelqu'un qui fait de l'innovation doit être capable de faire. Et puis après, c'est vrai que c'est souvent aussi une affaire d'entreprise. Je pense que de toute façon, je ne crois pas qu'il existe de gens qui n'aient pas envie d'innover. Enfin, moi, si on doit retourner 1 hectare à la bêche, on finit par inventer la charrue. J'ai une théorie aussi, je pense que plus on est feignant, plus on est innovant. C'est comme ça qu'on a l'idée de faire travailler un cheval à sa place. Mais... Bon, ça explique peut-être des choses pour nos étudiants. Une dernière question, oui? Et Jérôme Monod, Université Pile. Moi, une question pour revenir sur ce que disait Vincent sur l'innovation verte. Avec un cas particulier, vous avez mentionné le foyer Terre-et-Terre-Keton, le PIC. Alors, à ma connaissance, il n'y a qu'un fabricant au monde, parce qu'il a des brevets, c'est Trex. Et je suppose alors que dans votre activité, il y aurait besoin d'aller plus loin sur ces matériaux, voire éventuellement pouvoir contourner le fournisseur, parce que c'est extrêmement cher, à ma connaissance, le produit. Est-ce que, petite entreprise que vous êtes, vous arrivez à, discuter avec ce fournisseur monopolistique, enfin, sauf si ça a changé depuis récemment, ou
pouvez essayer d'envisager des stratégies différentes de contournement de ce matériau-là. Non, on est assez... alors, sur ce matériau-là, c'est vrai que récemment, ça évolue. Maintenant, il y a d'autres via 3 autres fabricants. D'accord. Un chinois, un indien, la Solvay par exemple en prix maintenant, mais c'est encore tout nouveau. Non, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la tête pour négocier. C'est un problème que l'on a d'ailleurs dans le secteur des polymères qu'on veut utiliser pour le secteur médical. On a de moins en moins de choix, de moins en moins de choix, parce que pour un industriel de la chimie, les produits médicaux, ça ne représente jamais des fortenages. Il vaut mieux vendre des plastiques pour faire des pare-chocs de voiture que pour faire des cathéters. Et c'est un maximum d'ennuis. Donc, même quand ils le vendent très cher, eh ben, c'est pas obligatoirement intéressant. Donc, c'est un vrai problème. C'est à se demander, même si pour l'homologation, il faudrait pas qu'il y ait une instance européenne. Enfin, je ne suis pas collectiviste, mais là, ça devient un problème de santé publique. Il faudrait que les validations des produits qu'il y ait vraiment un organisme européen qui les fasse. Alors là, ça donnerait vraiment un avantage commercial aux entreprises européennes, parce que là, actuellement, les validations de matériaux, chacun les fait, ils sont faits 10 000 fois, quoi. Je ne vous parle pas de l'hécatombe de lapin pour vérifier que le produit n'est pas allergisant. Et chacun le fait de son côté. Et bon, plus généralement, donc, pour négocier avec un fournisseur, non. Dans notre système qualité, il faudrait qu'on aille faire des audits, nous, mais à Tokem, je ne pense pas qu'ils répondraient favorablement si on dit on va faire un audit sur un process de fabrication pour vérifier si ça correspond. Donc voilà, c'est vrai que là, il y a des déséquilibres. Bien, merci beaucoup. On est un peu tenu par le temps. On va passer maintenant à la table ronde. Pour tous ceux qui ont encore des questions, de toute façon, pendant les visites, ça sera toujours possible. Donc, on va passer maintenant à la table ronde. Merci, Monsieur Mahler.